Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. C'est parti pour le journal. Dans l'actualité ce soir, éliminatoire CAN 2022, le Sénégal prend le dessus sur la Guinée-Bissau sur la marque de 2-0. Match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires. Les Lions du Sénégal obtiennent ainsi 9 points, 3 matchs et 3 victoires. Éducation, la rentrée scolaire 2020-2021 le 12 novembre. Demain, donc, un rendez-vous à ne pas manquer pour certains élèves. Ils ont eu plus de 7 mois de vacances à cause de la pandémie du coronavirus. À la veille de la rentrée, l'enthousiasme, le sentiment le mieux partagé pour certains. Et puis, dans cette édition, nous irons à la découverte de Djagambal, un village situé dans le nord du Sénégal, plus précisément à Saint-Louis. Sur place, l'agriculture, l'une des principales activités de la localité. Cependant, des difficultés, il n'en manque pas dans cette partie du pays. Nous serons avec Momar Alisnian dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Recrudescence de l'émigration clandestine. La police nationale a interpellé 1537 migrants, dont 29 convoyeurs déférés au parquet. Ces opérations qui ont eu lieu durant le mois d'octobre ont permis aussi de saisir 6 pirogues, 10 moteurs et 2 véhicules. La police nationale, qui constate une tendance baissière concernant la criminalité, a interpellé 4316 individus pour diverses infractions. Une information de la police nationale. Et puis en sport, football éliminatoire à Cannes 2022, le Sénégal bat la Guinée-Bissau sur la marque de 2-0. Match comptant pour la manche allée de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Précisé que la manche retour est prévue le dimanche 15 novembre, match qui va se jouer en terre bissau-guinéenne. Autre aspect de l'actualité, éducation. Après près de 7 mois de vacances, l'école sénégalaise rouvre ses portes demain, le 12 novembre 2020. Un rendez-vous à ne pas manquer pour certains élèves qui sont très nostalgiques. Un reportage signé Aminata Ba. À la cité Bissap à Grand Dakar, les enfants apprécient les derniers instants des vacances. Les élèves sont pressés de retrouver le chemin de l'école. On est bien pressé d'aller à l'école parce qu'on a passé beaucoup de mois de vacances. Nous préparons la rentrée des classes, même si nous n'avons pas beaucoup étudié l'année passée à cause de la Covid-19. Cet élève continue à s'occuper des travaux ménagers, plus particulièrement de la vaisselle. En classe de CM2, pour cette année, elle est fin prête pour l'ouverture des classes jeudi. Nous préparons l'ouverture et nous sommes prêtes à retourner à l'école. Je révise tous les jours en attendant l'ouverture. Et les vacances, je faisais des cours. À 16 heures, perdu, Modou est aussi marchand ambulant, originaire de Diourbel. Il est pourtant élève et prépare activement la rentrée. Nous sommes en plein préparatif de la rentrée des classes, raison pour laquelle nous sommes ici pour travailler, pour que nous puissions avoir un peu d'argent pour nos frais d'inscription, acheter des habits, mais aussi aider nos parents. D'ailleurs, je rentre demain à Diourbel. Après des mois sans aller à l'école, les élèves du Sénégal retournent en classe jeudi 12 novembre. Malgré le décrochage, ils sont conscients de l'importance des apprentissages. Dans ce cadre, des appels sont lancés de part et d'autre pour une année scolaire dans la plus grande tranquillité. Aminata Ba, en attendant la rentrée scolaire le 12 novembre 2020, demain, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP a organisé un panel de pré-rentrée scolaire, stabilité de l'année scolaire. Quelles conditions? Le thème de la rencontre. L'objectif de ce panel, prévenir les perturbations de l'année scolaire. Le compte rendu de Seynabou Gueye Babou.
Cette rencontre a été le lieu d'identifier les enjeux auxquels le système éducatif fait face. Objectif, un bon déroulement de l'année scolaire 2020-2021. L'autre élément essentiel aussi dans la troisième édition de la campagne, c'est le renforcement de la résilience du système éducatif. On a été surpris par la Covid, demain on sera peut-être surpris par autre chose. Donc comment faire pour que dans tout dispositif, qu'on ait toujours un plan d'atténuation, un plan de résilience qui puisse nous permettre évidemment de mitigation, qui puisse nous permettre d'anticiper les difficultés et de pouvoir renforcer notre système pour faire face à tout choc, surtout les chocs endogènes. Le secrétaire général du CUSEMS revient sur les attentes de ses collègues enseignants pour une meilleure stabilité de cette année. Cet enseignant mérite une reconnaissance sociale et politique. Et ce que demande cet enseignant, c'est qu'il soit mis dans de bonnes conditions, que l'environnement soit scolaire. Ce que demande aujourd'hui l'enseignant du Sénégal, c'est que les engagements qui sont consignés dans le protocole du 30 avril 2018, que ces engagements soient respectés. Et quand on parle d'un engagement, on peut citer entre autres le système de rémunération qui a fait l'objet d'une étude. L'État du Sénégal s'engage à respecter pleinement le paiement des salaires ainsi que les indemnités de correction et autres. Pour ce qui concerne le fonctionnement, le paiement des salaires est considéré comme du fonctionnement. Et à la réception de l'enveloppe, nous nous chargeons en premier lieu d'inscrire convenablement les crédits qui sont nécessaires pour payer les salaires, pour prendre en charge donc les indemnités concernant les corrections et autres de manière suffisante avant d'aller vers d'autres rubriques budgétaires et même les investissements. Parce qu'on conçoit que ça, c'est plus important que tous les autres investissements que nous pouvons faire. Les conclusions de cette rencontre, constituées de propositions, de solutions et de recommandations, seront synthétisées dans un rapport. Le document, diffusé auprès des décideurs et de tous ceux qui sont intéressés par le suivi. De l'éducation, nous passons à la politique. Quelle lecture faire de la nouvelle configuration politique au Sénégal? L'interrogation de ce jour de la matinale de Iradio pour Pape Sadio Thiam. Cette nouvelle équipe est purement politique, selon le journaliste chercheur, par ailleurs doctorant en sciences politiques. La nomination de Idrissa Seck comme président du Conseil économique, social et environnemental est sans intérêt pour la population sénégalaise. Nous l'écoutons au micro de Sophia Ba. La formation du nouveau gouvernement n'offre pas une lisibilité qui permet aux citoyens sénégalais de situer les enjeux qu'il est en train de vivre. Ces enjeux-là ont trait à ces jeunes qui prennent la mer, qui vont en Méditerranée pour y mourir. Ces enjeux-là ont trait au niveau de vie, se soigner, se nourrir, se vêtir. Est-ce que ce nouveau gouvernement-là prend en compte ces enjeux-là? Je pense que ce gouvernement-là a été formé aujourd'hui et il répond à des calculs politiques, pour ne pas dire des calculs de type politicien. Quand on voit par exemple quelqu'un comme Idrissa Seck qui a été nommé au Conseil économique, social et environnemental, on peut s'interroger sur les mobiles de cette nomination. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Sénégalais en termes de qualité de vie, en termes d'alternatives propositionnelles? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Sénégalais en termes d'espérance de vie, en termes d'espérance même tout court? Je ne pense pas que la nomination Idrissa Seck puisse obéir aujourd'hui à une meilleure qualité de vie. Je ne pense pas que cette nomination puisse aujourd'hui répondre aux aspirations profondes des Sénégalais. Le Conseil économique, social et environnemental, on l'a toujours dit, c'est une institution budgétivore qui n'apporte rien aux Sénégalais, mais qui n'a pas de prise sur la vie des Sénégalais. Dénomination purement politique, Bachir Fofana espère en communication embauche la même trompette. La déception, son sentiment. Cependant, il espère une recomposition de l'espace politique. Bachir Fofana, que nous écoutons au micro de Sophia Ba. Il faut d'abord dire que c'est un remaniement qui était annoncé en profondeur, mais on a eu droit à un remaniement éminemment politique. Donc, plus de 20 ministres ont conservé leur portefeuille, 5 ou 6 ont changé de portefeuille. Et il y a de nouveaux entrées, et les entrées, c'est principalement des gens qui viennent de partis qui étaient naguère dans l'opposition, notamment le parti Réumi et le parti de Oumar Sarr, issu des flancs du PDS. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le pouvoir a élargi sa majorité, et de l'autre côté, cet élargissement de cette majorité
induit forcément une recomposition de l'espace politique. Donc de nouvelles alliances doivent se former, de nouvelles, disons, perspectives s'ouvrent. Mais maintenant, il faut comprendre que l'espace politique est caractérisé par trois positions. Ceux qui sont dans le pouvoir qui l'exercent, ceux qui sont des opposants activistes qui sont dans la dénonciation permanente et ceux qui sont maintenant dans l'opposition radicale. Donc voilà ces trois positions. Et dans ces trois positions, chacun devra normalement trouver sa place. Et forcément, les jeux d'alliance sont là et elles vont se faire. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, attendu demain à Saint-Louis. C'est pour présider le lancement des travaux de la brèche. En prélude à cette visite dans la vieille ville, des pêcheurs de Saint-Louis font part de leurs doléances. Et parmi ces doléances, la résolution du problème de l'immigration clandestine, la correspondance de Momar Alisnia. Le nombre important de morts dans l'immigration clandestine et les difficultés que connaît le secteur de la pêche ont poussé les professionnels du secteur à se faire entendre. Ils ont fait face à la presse pour faire part de leurs exigences. De plus en plus ces temps-ci, les pêcheurs découvrent des corps sans vie de jeunes qui périssent en mer. Pas plus tard qu'hier, vers 15 heures, des corps sans vie ont été découverts au large de Lompoul, dans la région de Louga. Les autorités en étaient déjà informées par nos soins. L'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis, communément appelée Commission Galinguet, s'insurge face à cette situation dramatique. Nous demandons que l'on rende compte des milliards injectés pour lutter contre ce phénomène. Nous demandons que l'on rende à la pêche artisanale sa place dans nos mers. Nous voulons que l'on fasse de l'emploi des jeunes une priorité nationale absolue. Que l'État prenne ses responsabilités. Que l'on aide les pêcheurs, que l'on revalorise nos ressources halieutiques. Il y a des bateaux chinois que l'on a octroyé des licences qui ratissent toute la mer sénégalaise. Nous, les pêcheurs artisanaux, on en a plus pour pêcher, pour aller trouver des choses pour nourrir nos familles, pour faire que nos problèmes soient réglés. Donc, on est obligé, comme le font les jeunes, d'aller faire le clandestin, aller en Espagne pour trouver de quoi revenir à leurs besoins. Cette sortie des professionnels de la pêche intervient à 24 heures de la venue de Alioune Ndoye à Saint-Louis pour lancer les travaux de balisage et de dragage de la brèche. Momar Alisnia, coronavirus, situation du jour, on fait le point. Aucun décès, 15 nouvelles contaminations sur 738 tests réalisés. Parmi les 15 cas, 12 sont issus de la transmission communautaire. 20 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Un cas est pris en charge dans les services de réanimation. Le bulletin santé, lu par le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur un échantillon de 1000 personnes âgées de plus de 18 ans, un sondage sur la perception de la pandémie du coronavirus par les Dakarois a été réalisé. Un travail du groupe E-Media Invest en collaboration avec l'Institut de sondage BDA. Sur 100 personnes, 6 disent avoir perdu un proche à cause de la COVID-19. L'étude ressort également que sur le plan économique, les Dakarois ont été impactés par cette pandémie. On fait le point avec Yacine Bassal, directrice générale de l'Institut. Elle est au micro de Mme Abdougueye Kassé. D'abord, à la question de savoir si les gens ont perdu un proche dans leur entourage, 6% répondent oui. Donc 6% ont été touchés de près par la pandémie. Bon, maintenant, il n'est pas étonnant que les éléments sociaux et économiques arrivent en tête. Ces éléments-là sont plus précisément la baisse du revenu et le manque d'argent qui arrivent en tête. En second, un aspect plus social, donc le respect des gestes barrières, port de masque, distanciation, etc. En troisième, un autre aspect économique, le chômage, la rupture de contrat ou le manque de travail.
4e position, la réduction des déplacements et le renchérissement du coût du transport. 5e point, les sondés avouent avoir peur de contracter le virus à tout moment. 6e position, c'est la rareté des transports en commun. 7e, la diminution des horaires de travail, la diminution des heures de travail. 8e, les arrêts des cours et perturbations dans le calendrier scolaire. Et enfin, l'interdiction des cérémonies. Bon, d'autres aspects ont été cités, mais ils recueillent des scores plutôt faibles. 3e édition du Forum de Paris sur la paix, c'est du 11 au 13 novembre 2020. L'événement porte sur la construction d'un monde meilleur après la pandémie de la COVID-19. Une rencontre qui verra la participation du chef de l'État Macky Sall. Paris, la correspondance de Abdoulatif Diop. La 3e édition du Forum de Paris sur la paix se tiendra ce jeudi 12 novembre dans la capitale française. Cette rencontre, initiée depuis 2018 par le président Macron, est un événement auquel des chefs d'État et organisations internationales travaillent avec le secteur privé pour construire de nouvelles formes d'action collective dans le monde. Cette année, l'événement aura un cachet particulier car il se tient en pleine pandémie de coronavirus. Les dirigeants du monde vont sûrement réfléchir sur des solutions idoines face à la COVID-19 au moment où des scientifiques américains et allemands s'apprêtent à mettre sur la table un vaccin qui nourrit des espoirs. Comme beaucoup de chefs d'État, le président Macky Sall prendra part à ce forum pour apporter son expérience et sa contribution aux réponses à la crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie. Le Forum de Paris s'inscrit dans la dynamique de relancer l'économie mondiale, mais aussi améliorer la résilience collective. Cette année, les questions abordées se porteront principalement sur les solutions permettant de se remettre de la pandémie de COVID-19. Nous sommes mercredi, place à présent à la rubrique découverte comme chaque semaine. Direction le nord du Sénégal, Saint-Louis, plus précisément à Djagambal. Sur place, l'agriculture est l'une des principales activités de la localité. Cependant, la population fait face à de nombreuses difficultés. Momar Alisnia. Djagambal est un village situé à une quarantaine de kilomètres de Saint-Louis, dans la commune de Djama. Ici, la religion et les travaux champêtres occupent une place très importante dans le quotidien des populations, des valeurs que leur ont léguées les ancêtres. Elhadji Malick Gueye, 97 ans, est l'une des figures emblématiques de ce village dont il est l'imam. Malgré son âge assez avancé, il gère un champ de près de 5 hectares où il cultive plusieurs variétés. Si je ne me trompe pas, nous avons au moins 500 pieds d'arbres fruitiers différents. En plus de ça, nous cultivons du riz, de la tomate, des oignons et plein d'autres variétés. Si l'on parle de Sénégal émergent, nous en faisons partie déjà depuis très longtemps. L'homme continue à enseigner le Coran. Aujourd'hui, son rêve est de pouvoir bénéficier d'une dara moderne pour une meilleure prise en charge des centaines de disciples qui viennent d'un peu partout à travers le pays et la sous-région. Nous voulons pouvoir accueillir toute personne désireuse d'apprendre le Coran, que ce soit des hommes ou des femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes qui viennent ici pour apprendre le Coran. Nous avons même un dara juste pour les femmes. Mon désir est d'avoir un dara qui puisse répondre aux questions de tous. Djagambal, c'est aussi un tableau assez sombre. Les populations souffrent de plusieurs maux, dont l'accès à la terre, le manque de lotissement
et d'infrastructures sanitaires. Première mooy wàllu mbay ndax mbay la ñu dundee mbay la ñu cosaanoo mooy la ñu xam na lu dul mbay. L'agriculture reste notre priorité. C'est tout ce que nous connaissons et c'est tout ce que nous savons faire. C'est également tout ce qui nous fait vivre. Mais aujourd'hui, il y a moins de terres. La population a augmenté et doit se partager nos terres ancestrales. Et ce n'est plus possible d'avoir de grands terrains comme avant. Le pire, c'est que nous n'avons pas d'espace pour étendre nos terres. Parce que amuñu fu ñu mën a fu ñu aménagé joxuñu ay procès demandé nañu mais amuñu. Ni ñu dëkkee ak ni ñu waroon dëkkee des na. Il y a une très grande différence avec comment nous vivons et comment est-ce que nous pourrions vivre. Les familles sont à l'étroit. Il y a également des problèmes avec l'électricité. Notre consommation a augmenté, mais la fourniture est restée la même. Bëgg nañu poste de santé parce que bi ñu fi doog a ñëw booba temps poste de santé. Quand nous nous sommes installés dans ce village, le poste de santé n'était pas très loin. Il était dans le village à côté. Mais maintenant, nous n'avons qu'une case de santé. Tout en espérant voir leurs conditions d'existence s'améliorer, les populations de Diagambal vivent pleinement leur passion d'agriculteurs dans une grande ferveur. Cet élément de Momar Alisnia marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre bloc d'information, la totale avec Khalifa Diakhaté. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.